Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 143, et dans cette chronique je vais traiter du phénomène du socialisme, de ce qu'on pourrait communément appeler la patrie, qui est inclus dans le socialisme bien entendu, et ces forces vives que constitue effectivement une armée nationale populaire. Alors pour rentrer je dirais, dans le sujet et vivre de la matière, il faut savoir que les socialistes ont, à un moment donné, effectivement, et cela n'est pas nouveau, pensé, je dirais, un modèle d'une certaine forme de nouvelle conception de l'armée, qui, je dois le reconnaître, du reste, ont été mis en place en RDA et dans d'autres pays du pacte de Varsovie, également même dans ce qu'on appelle les pays naissants après leur indépendance, tels que par exemple l'Algérie. Alors, bien entendu, cela remonte un petit peu plus loin que les années 60, voire 70, mais bel et bien au début du siècle. Donc Jaurès, effectivement, a élaboré, je dirais, un modèle théorique de défense avec la publication de son ouvrage très connu qui s'intitule L'Armée nouvelle, qui est effectivement devenu une référence obligée pour les socialistes français tout d'abord, et ensuite traduit et effectivement étudié par d'autres nations ayant pour principe le socialisme. Et tout cela, bien entendu, à la lumière de l'équation des questions militaires. Alors, à plusieurs reprises, lorsque le Parti socialiste a déposé des propositions de loi sur les questions militaires, pour ce qu'il en est bien entendu de la France et de Jaurès, il a fait référence au projet que Jaurès lui-même, euh, même si à des moments il s'en éloignait, a quand même traité comme information, je dirais, globale. Alors, il faut préciser que les questions de défense sont à l'origine, je dirais, des débats très importants au sein du Parti socialiste et aussi plusieurs scissions. Bon. Alors, comment examiner le modèle de Jaurès et comment ce modèle finalement a évolué en un siècle et comment ses successeurs l'ont utilisé et se sont finalement au fond efforcés de l'adapter aux nouvelles situations géopolitiques et quelles leçons il est possible, je dirais, d'en tirer. Bon, essayons de revenir à la genèse. Bon, la création d'un modèle théorique par Jaurès de 1904 à 1911. Effectivement, lui-même se trouvait face à un cas, je dirais, exceptionnel. Je l'appelle un responsable politique socialiste. Jean Jaurès, n'oublions pas, s'intéresse aux questions militaires et se lance, je dirais même, dans une étude théorique importante sur le système militaire français. Je vous invite à lire ces travaux là-dessus, fort intéressants, qui ont effectivement plus tard influencé d'autres conceptions de la notion de milice ou d'armée, je dirais, politisée. Et donc, je dirais que cette recherche débute à l'issue du congrès de la Deuxième Internationale, en août 1904, à Amsterdam, et dure 6 ans. Les conclusions lui servent à présenter au nom du Parti socialiste, à l'époque la SFIO, une proposition de loi sur l'organisation de l'armée. Le 14 novembre 1910, proposition qui n'est même pas discutée, il publie alors son étude qui en constituait, je dirais, l'exposé des motifs avec en annexe sa proposition de loi sous le titre L'Armée nouvelle. Cet ouvrage a été réédité aux éditions Rouf, je vous invite à le consulter, il est fort intéressant pour ceux surtout qui s'intéressent un petit peu aux questions militaires et éthiques. Bon, revenons à nos souliers. Donc Jaurès mène une véritable étude en analysant la littérature militaire de son époque et en allant enquêter même en Suisse, qui reste encore la référence sur le fonctionnement des milices et aussi en discutant avec des militaires. Alors, bien entendu, il faut essayer d'étayer
synthétiser globalement, parce que c'est assez complexe, une des raisons pourquoi je me suis tu, mais son travail reste, je dirais, une étude théorique, qui effectivement n'a connu aucune application pratique pour ce qu'il en est de la France. Même si ce modèle a pu à un moment donné inspirer d'autres pays, tels que par exemple la RDA, en ayant leur modèle prussien, n'ayons pas peur de le dire, une sorte de modèle un peu d'influences diverses, il n'en demeure pas moins que il est difficile d'en évaluer effectivement son efficacité. Alors le modèle le plus approchant est celui des milices suisses, qui fonctionnent mais n'ont pas été confrontés directement à une guerre. Le modèle de Jaurès s'inscrit dans un contexte historique précis, et c'est l'existence d'une menace allemande de l'époque qui date de la guerre bien entendu de 1870, avec la perte de l'Alsace et de la Lorraine, et les leçons de la guerre de 1870 servent de base de réflexion militaire. Bon, ceci est dit. Enfin, il faut bien signaler également que la France n'est pas seule face aux Allemands, puisqu'elle se retrouve dans une coalition avec les Britanniques et les Russes. Alors, au préalable, avant de débuter toute réflexion sur le modèle militaire, Jaurès doit résoudre la question préalable du patriotisme. Car une armée est au service du pays, de la nation, de la patrie, puis de l'État, bref, de la population. Alors cela, bien entendu, fait débat chez les socialistes. Et pour lui, le prolétariat ne doit pas briser sa patrie, mais la socialiser. Si le prolétariat ne défend pas sa patrie, il ajoutera le poids de la tyrannie étrangère, qui en l'occurrence, en cas d'espèce, à l'époque, fut l'Allemagne. Et quand il parle de tyrannie capitaliste. Tiens, tiens. Et le refus de la patrie étant écarté, donc le principe de la participation de la défense nationale, n'oublions pas ce que disait Proudhon, l'État est le bien le plus précieux que peut posséder le pauvre, la défense de la patrie, de la nation, est un fait admis. Alors à partir de là, Jaurès peut présenter, je dirais, ou même proposer son modèle socialiste de défense. Bien entendu, il n'est pas question, je dirais, dans mon explication, de présenter dans le détail le modèle de l'armée nouvelle, parce que c'est compliqué, mais surtout le temps me manque. Et donc, le plus important, c'est de discuter sur les points les plus, je dirais, les plus cruciaux, les plus élémentaires et les plus fondamentaux, je dirais les plus importants. Jaurès met le doigt sur une donnée qui pèse à l'époque sur toute réflexion relative à la défense, à savoir bien entendu le différentiel démographique entre la France et l'Allemagne. Bon. Il estime que le modèle républicain, adopté avec la loi de 1905, n'apporte pas une bonne réponse à cette question primordiale. Comment s'opposer par exemple efficacement, je dirais, à une attaque surprise de l'Allemagne. Par exemple, l'état-major pense la résoudre en mobilisant des effectifs importants de temps de paix. La durée du service militaire sert de variable d'ajustement en fonction de la menace. Bon, alors bien entendu, si cette dernière est jugée préoccupante, on augmente la durée du service qui permet de renforcer les effectifs aux frontières aux besoins bien entendu de la situation. Jaurès, il faut savoir qu'il refuse le modèle qu'il qualifie de militarisme allemand et dénonce le mimétisme de l'état-major français qui se contente plus ou moins de le copier. Alors pour lui, il faut briser cette surenchère militariste entre les deux pays. Ce phénomène de mimétisme entre l'Allemagne et je dirais même, n'ayons pas peur de le dire, et la France, a été récemment étudié par le philosophe René Girard dans son ouvrage achevé Clausewitz. Je vous invite à lire Clausewitz, qui est assez intéressant également, au passage. Donc, la solution que propose Jaurès est un système de défense fondé sur les milices. Celui-ci permet à la fois d'éviter un service militaire long et de mobiliser rapidement des effectifs importants pour faire face à une attaque allemande. Si Jaurès arrive, je dirais, à sortir du mimétisme militariste français, je dirais, on pourrait qualifier plus exactement de franco-allemand, il ne peut pas en revanche résoudre la question du déséquilibre démographique entre la France et l'Allemagne. Bon. La France ayant une population moins nombreuse que l'Allemagne, elle parle, je dirais, dans tous les cas, de figure avec un handicap dans la course aux effectifs. Ce problème est resté posé jusqu'en 1940.
La seule solution aurait été de compenser l'infériorité numérique des effectifs par un renforcement important des armements, ce qui bien entendu n'a pas été le cas. Alors, comment pouvons-nous penser à cette forme d'adaptation du modèle jaurétien de l'entre-deux-guerres? Alors, pendant la période de l'entre-deux-guerres, les socialistes confrontés à la menace d'une nouvelle guerre proposent un modèle de défense qui se réfère à celui de Jaurès, mais les débats prennent un tour non seulement idéologique, mais débouchent sur plusieurs scissions. À partir de 1920 jusqu'à 1931, les différents groupes vont penser, vont essayer d'avoir des réflexions sur le socialisme de défense nationale. Les questions de défense ont joué, je dirais même, un rôle important dans la scission du Congrès de Tours du 25 au 29 décembre 1920. Les partisans du devoir de défense nationale en régime capitaliste, autour de Léon Blum, ont été en minorité par ceux de la Nouvelle Internationale communiste. Ces derniers ont quitté le Parti socialiste pour créer le Parti communiste, bien entendu le Parti communiste français. De ce fait, les partisans de la défense nationale sont devenus majoritaires au sein de la CFIO pour à peu près, grosso modo, une dizaine d'années. Deux hommes jouent alors un rôle important dans le domaine de la politique de défense, Joseph Paul Boncourt et Pierre Renaudel. Bon, ils disposent de toute une série de propositions de loi à partir, je dirais, de la discussion de loi sur le recrutement de l'armée de 1921. L'activité du groupe parlementaire socialiste est surtout intense au cours des années 25 et 26. Rappelons toutefois que les grandes lois qui doivent organiser les armées françaises sont discutées et votées entre 1927 et 1928. Paul Boncourt participe à la l'élaboration du projet de loi sur l'organisation générale, je dirais même de la nation pour le temps de guerre, n'ayons pas peur de le dire, dont effectivement il est le rapporteur, et Renel dépose à ce moment-là de son côté un contre-projet sur la réorganisation des forces défensives de la nation. Tout cela bien entendu à l'occasion de deux projets de loi sur l'organisation générale de l'armée et le recrutement de l'armée. On retrouve, je dirais, les conceptions de Jaurès dans l'organisation politique, économique et militaire de la défense. La direction de la défense, je dirais, relève du politique et le haut commandement ne doit pas imposer sa vision stratégique. Le rôle du Parlement est de contrôler, je dirais, l'action du gouvernement, de l'organisation militaire dans le domaine économique. Les socialistes ne veulent plus revoir l'improvisation de la mobilisation de 1914, car le traumatisme est encore assez présent, comme il existe par exemple des plans de mobilisation militaire. Il faut aussi prévoir des plans de mobilisation des ressources énergétiques, minières, industrielles, scientifiques et intellectuelles, ce qui est absolument nouveau dans le cadre intellectuel. Et donc le projet de loi élaboré par les socialistes prévoit l'intervention de l'État dans la préparation de l'économie et de la société à l'effort de guerre. Bien entendu, ce qui est une évidence, il se heurte à l'opposition des partis de droite qui refusent ce qu'ils appellent plus vulgairement la soviétisation de l'économie et de l'ingérence de l'État dans la propriété privée. Déjà même à l'époque, on considérait que ces inféodés au capitalisme voyaient d'un sale œil le fait que l'État puisse avoir un rôle quelconque. Mais surtout, la grande crainte est celle du Parti communiste qui dénonce, je dirais, à l'époque, la militarisation des travailleurs et des intellectuels. Chose que le Parti communiste, à partir des années 50, a revu, comme on dit, sa copie. Alors, bien entendu, le projet est rejeté, il faut attendre 1939 pour voir, je dirais, discuter et adopter par le Parlement un nouveau projet de loi, édulcoré, n'ayons pas peur de le dire, hein, et qui arrive même, à ma foi, à mon sens, absolument trop tard. Alors, si les socialistes ont abandonné le système des milices, ils insistent sur l'importance des réserves qui ont fait leur preuve pendant la Grande Guerre. Ils militent pour un service militaire court qu'il est possible, je dirais, de mettre en place si l'on réduit la formation initiale du soldat en utilisant des méthodes modernes d'instruction. Je crois à peu près 2 mois en 1929 pour Paul Boncourt et 3 mois pour Renaudel en 1927. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il propose aussi la préparation militaire qui permet de commencer la formation du futur conscrit. Si, dans la mesure où ils réduisent la durée du service actif, ils augmentent effectivement la durée des périodes de réserve. Soit grosso modo 63 jours dans la proposition de loi de 1921, 66 jours
dans celle de 1927, bon, ne chipotons pas. Bon, ce sont les socialistes qui inventent les centres mobilisateurs, proposition qui a été effectivement soumise en 1921, ainsi que les centres d'instruction chargés d'instruire les citoyens lors des trois phases, ce qu'on appelle la préparation militaire, la formation initiale du soldat et les périodes, bien entendu, de réserve. Tout cela, bien entendu, a été motivé par une certaine conception du socialisme. Alors les spécialistes socialistes se trouvent bien entendu confrontés au même problème que Jaurès, celui que pose finalement au fond, d'une façon réelle et sérieuse, je dirais, sans avoir peur de le dire, oui, ma foi, la protection des frontières contre une éventuelle attaque surprise, par exemple. Et cette fois-ci, ils acceptent, je dirais, la constitution d'une force permanente servant de couverture aux frontières, qui finalement, au fond, nécessite 350 000 hommes sur une longueur, grosso modo, de 500 km. Alors, s'ils se battent pour réduire la durée du service actif, ils doivent accepter, je dirais, des militaires de carrière, mais aussi un volume d'engagés pour atteindre les effectifs nécessaires, je dirais, à cette couverture. En revanche, il est à préciser qu'ils refusent la construction d'une ligne de fortification aux frontières. Ils votent contre le principe de la ligne Maginot, je crois que c'était le 28 décembre 1929, pour des raisons d'ordre pas éthique, mais je dirais plus idéologique. Pour eux, la mise en place d'une ligne fortifiée comprend une dimension offensive, car elle peut servir d'un point d'appui à des attaques. Ce qui est à préciser, c'est qu'elle est en outre, je dirais, un gouffre financier pour une efficacité plus que douteuse. Bien entendu, ils font le choix, ils préfèrent, je dirais même, une ligne mitrailleuse le long de la frontière. Malheureusement, il y a ce que j'appelle le retour du pacifisme. Alors, je dis malheureusement parce que finalement, au fond, l'idée n'est plus travaillée, mais il y a un retour au pacifisme dès 1931-1936. Alors je crois que ça s'est signalé selon la documentation que j'ai en ma possession, je crois que c'est entre mai et mois de juin. Alors les projets présentés et défendus par les groupes parlementaires ne sont bien entendu pas discutés lors des congrès, donc, des conciliabules, et deviennent de plus en plus, je dirais, impopulaires au sein du Parti socialiste. Alors il y a l'introduction à partir de là d'un courant pacifiste qui se reconstitue lors du 28e congrès, me semble-t-il, du 24 au 27 mai 1931 à Tours. La défense nationale, le désarmement et la paix sont à l'ordre du jour. Sur les 4 motions en présence, 3 sont hostiles à la politique de défense nationale. Et ce sont celles, bien entendu, de Pivert-Ziromski et d'André-Philippe Lagorgette. Donc, leur plan s'inspire de Bebel, au temps de la guerre des 1870, et pas un sou, je dirais pas un homme, pour l'appareil militaire de la bourgeoisie. Seule la motion de Renaudel propose même une organisation socialiste de défense, qui, ces travaux de Renaudel, seront traduits, repris effectivement par le Parti socialiste unifié allemand, au moment de la conception de l'armée nationale populaire, à partir des années 50, en naissance de la République démocratique allemande. Il y en a un autre problème, on va en parler des influences extérieures du socialisme français, qui a été très présent également. Le socialisme français et l'histoire de France dans sa révolution et dans ses hommes, je dirais, révolutionnaires, a beaucoup inspiré effectivement les pays de l'Est, pour d'autres raisons, de Rousseau à Proudhon, et de Proudhon également. N'oublions pas aussi les écrits de Marx sur la Révolution française, mais bon, cela est encore une autre histoire. Revenons effectivement à Renaudel qui propose effectivement une organisation socialiste de défense. Paul Faure, qui élabore lui-même une motion, je dirais, de synthèse et qui obtient, me semble-t-il, 2443 ou 44 mandats contre 824, celle de Renaudel, auquel s'ajoutent bien entendu les 471 mandats qui se sont portés sur celle de la Gorgette, hostile bien entendu à une ligne de toute forme de défense. Bon. Derrière ce résultat, il apparaît que les partisans de la défense nationale sont devenus minoritaires. Désormais, le Parti socialiste doit mener une lutte constante et opiniâtre pour, je dirais,
l'abolition de l'appareil militaire de la bourgeoisie. Les députés socialistes ne peuvent plus voter les budgets militaires ou rapporter des projets de loi, ni même, je dirais même, participer aux travaux de la commission des armées. Dans ce contexte, Renaudel publie en juin 1931 un appel de 25 députés socialistes qui proclament leur attachement à la vie politique socialiste de défense nationale de Jaurès à Guest, Jules Guest ou de Vaillant ou Paul Boncourt, qui finalement au fond ce dernier démissionne en novembre 1931 et les membres du courant de vie socialiste autour de Renaudel, mis en minorité lors du congrès de 1931-1933, quittent à leur tour le parti pour fonder finalement le Parti socialiste français, le 5 novembre 1933. Alors, les questions de défense ont été la cause, je dirais, encore de nouvelles scissions. Le Parti socialiste est donc revenu à une approche idéologique des problèmes de défense, dominée par les vieux débats, je dirais, sur la question de savoir s'il faut ou non défendre la patrie. Les socialistes s'affichent, ils affichent, je dirais même, une défiance persistante à l'égard de l'état-major, qui ne pense, selon eux, qu'à préparer un coup d'État et que l'armée française est devenue républicaine dans sa grande majorité. En 1934, Léon Blum s'oppose au projet du colonel de Gaulle, donc le titre vers l'armée de métier, qui est malheureusement, je dirais, assez ambigu. Il y voit même un projet dangereux pour la démocratie et la paix et soupçonne finalement un complot de l'état-major. Cette incompréhension entre De Gaulle et Léon Blum n'est pas sans conséquence sur les décisions prises par la suite lors du Front populaire. Les socialistes votent contre le retour de la durée du service militaire à 2 ans pour faire face à la menace allemande le 15 mars 1935. À cela, bien entendu, s'ajoute le développement d'une propagande antimilitariste concurrencée par celle du Parti communiste, que ce dernier interrompt brusquement lors du revirement provoqué par la signature, bien entendu, du pacte autant pour moi, du pacte franco-soviétique. Le 2 mai 1935 est le discours de Joseph Staline le 15 mai, dans lequel celui-ci soutient la politique de défense de la France. Encore une fois, la trahison des socialistes, mais bon, ils sont plus à une étape près. Bon. Les socialistes sont alors encore en plein désarroi. Le Front populaire et la préparation à la guerre de 1936 à 1938. Maintenant, on peut comprendre pourquoi, effectivement, ils n'ont pas pu s'opposer aux Allemands. C'est une réalité qu'il faut effectivement, d'une façon factuelle, prendre en compte. Alors le programme du Front populaire donne la priorité aux questions économiques et reste muet finalement sur les questions militaires, ce qui finalement aura pour conséquence, bien plus tard, l'occupation de la France par l'Allemagne. Or, un paradoxe bien connu, le gouvernement Blum qui s'installe le 4 juin 1936 sacrifie ses projets sur l'autel de la défense. Il fait plus pour la défense que pour les dépenses sociales et lance même un réarmement du moment. Mais finalement, toutes ces palabres ont fait perdre du temps. Et donc les conditions sont à peu près identiques à celles de 1914. La menace militaire est la même dans le système d'alliance de revers, que je dirais même plus faible qu'en 1914. L'alliance avec l'Union soviétique échoue, lamentablement, ce qui, à mon sens, fut une erreur. Malgré une reprise des négociations dans le domaine militaire, avec une petite entente, une petite détente constituée à l'Est, qui est trop faible pour peser sur l'Allemagne, bien entendu. Enfin, on pourrait considérer que les conditions démographiques sont toujours défavorables à la France. Une étude, même de l'époque de l'état-major, montre que, peuplée de 40 millions d'habitants, celle-ci ne peut concurrencer à l'Allemagne forte de 67 millions. Ainsi, en 1936, une classe mobilisable représente 105 000 hommes en France contre 281 000 en Allemagne. L'écart va d'ailleurs en se creusant, puisqu'en 1940, les chiffres sont respectivement, je dirais, n'ayons pas peur de le dire, de 253 000 pour la France et 482 000 pour l'Allemagne. Et quand je dis 482 000, c'est effectivement sur le strict plan des effectifs, où finalement, au fond, la guerre, n'ayons pas peur de le dire, est perdue d'avance. Alors le gouvernement du Front populaire décide donc de réaliser un effort important dans le domaine du réarmement. Mais trop tard.
Il lance un programme que j'appelle quadriennal de réarmement sur un montant de 9 milliards qui est porté à 14 milliards. Je pense que il me semble que ce soit le 7 septembre 1936. Alors l'objectif est de motoriser, de mécaniser l'armée de terre. L'état-major est surpris, bien entendu, par l'ampleur de l'effort financier et se retrouve dans l'incapacité de formuler des demandes audacieuses. Car le plan de rénovation de l'aviation, d'un montant initial de 5 milliards, est porté à 7 en 1937. Et celui de la marine, de 8 milliards à 12,4 en 1937. Donc les armées se trouvent brusquement face à des sommes importantes, colossales, qu'elles ne seront utilisées en totalité, bien entendu. Alors un effort est fait pour aussi développer l'industrie d'armement. Les nationalisations des industries d'armement sont effectuées, bien entendu. Pierre Cotte invente, je dirais, une solution particulière pour l'aviation. Il conçoit des sociétés mixtes où l'État est majoritaire, un peu comme fait la Chine aujourd'hui, ce qui permet de réaliser le regroupement des sociétés et d'organiser la décentralisation des entreprises pour les mettre à l'abri des bombardements allemands. Parlons également de l'industrie aéronautique qui passe, je dirais, du stade semi-artisanal dans lequel elle se trouvait à grande, je dirais, entreprise. Celui-là permet d'augmenter, bien entendu, la production des avions et de fabriquer de grandes séries. Les socialistes ne peuvent imposer la création d'un ministère du réarmement et de la mobilisation industrielle face au refus, n'oublions pas, de Daladier, membre de la coalition du Front populaire. Alors, une erreur que l'on pourrait effectivement imputer ou reprocher à Blum, c'est d'avoir estimé sa tâche terminée une fois que les crédits attribués au réarmement. Il n'a malheureusement pas contrôlé ni donné des directives fermes à l'état-major. Il est vrai que celui-ci est organisé de telle façon qu'il constitue des fiefs, je dirais, inexpugnables, voire inextricables, empêchant tout contrôle politique. Alors, les exemples montrant son indépendance sont nombreux, soit les négociations militaires qu'il mène avec l'Italie ou son refus d'une alliance militaire avec l'Union soviétique, encore une fois. Pensons aussi à l'incapacité de fournir une aide en armement au gouvernement espagnol. Les socialistes s'aperçoivent de l'absence de réflexion stratégique de l'état-major. Et c'est en partie pour ces raisons que le gouvernement Léon Blum crée le 14 avril 1936 le Collège des hautes études de défense nationale et nomme à sa tête l'amiral Castex. Alors, porté au pouvoir pour réaliser des réformes sociales, le Front populaire, je dirais, a finalement accordé la priorité au réarmement face à la menace allemande. Et ce, bien entendu, ce faisant, il s'est coupé immanquablement, in fine, je dirais, de sa base sociale. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il fait preuve d'innovation dans le domaine du réarmement, mais je dirais faute d'une culture adéquate. Et ces élites n'ont pas réussi à avoir une vision stratégique. Et le résultat est connu. C'est l'état-major qui a mené sa propre politique, un peu, je dirais, hasardeuse, voire aventurière. Bien entendu, on a le retour, encore une fois, d'un nouveau pacifisme. Étant donné qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra pas affronter une Allemagne superpuissante, et ben les socialistes, finalement, au fond, de 1938 à 1940, quittent le pouvoir à un moment où les tensions internationales s'aggravent, où il y a une sorte de désescalade. Or, c'est le moment où le Parti socialiste se relance, comme il sait le faire, d'un débat idéologique sur la nécessité du devoir de défense nationale. Mais trop tard. Question qui pouvait, je dirais pourtant, sembler, je dirais, tranchée depuis longtemps. Prenons par exemple au congrès de Royan en juin 1938, Léon Blum défend la conception de la sécurité collective. Mais il doit faire face au renouveau d'un mouvement pacifiste qui constitue autour de Paul Faure, secrétaire et général du parti, donc il se retrouve face, je dirais, à une opposition. Alors bien entendu, il y a une commission qui est mise en place pour définir une politique de paix, mais lors du congrès extraordinaire de décembre 1938, Léon Blum rompt d'une façon définitive avec les pacifistes, ce qui entraîne effectivement une guérilla permanente entre les fameuses deux tendances au sein du parti et donne lieu à un débat d'autant plus inquiétant que la guerre fait rage et menace aux portes de la France. Et cette attitude explique pourquoi les 90 élus socialistes qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, 64, soit 62% appartenaient à la tendance de Paul Faure et pourquoi certains parmi eux ont soutenu le régime de Vichy.
Donc vous voyez, les choses n'ont pas été si claires que ça. Il y a eu un courant socialiste qui était absolument pour une militarisation, et un courant socialiste qui était pour une, je dirais, une position pacifiste, comme ceux que nous avons aujourd'hui, et donc une capitulation, une acceptation de l'ennemi, ce qui a donné finalement, en l'occurrence, le plein pouvoir au, je dirais, au maréchal Pétain. Bon, maintenant, revenons effectivement, la guerre, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est ce qui s'est réellement passé. Revenons effectivement à partir de 1945 et 1948, donc après la guerre, où s'est constitué effectivement ce qu'on appelle le fameux Conseil national de la résistance, entre les forces vives de la nation, qu'elles soient communistes ou qu'elles soient gaullistes, pour la reconstruction de la France. Alors, à la fin de la guerre, en mai 1945, par exemple, les Français pensent entrer dans une ère de paix. La guerre a été un véritable traumatisme, avec son lot, bien entendu, de cruauté et de destruction, et dont le régime nazi, je ne vais pas expliquer ce qu'il fut. Tout le monde sait pertinemment que cela a été une catastrophe, à commencer par l'Allemagne. Et donc, la priorité est donnée à ce moment-là à la reconstruction de l'économie détruite par 5 ans de guerre. Alors, il ne semble plus nécessaire de conserver une armée importante. Le 7 novembre 1945, les socialistes signent un accord avec les radicaux et les communistes pour réduire les crédits militaires de 20%. Et c'est, on le sait, le compromis trouvé sur une réduction de 5% qui provoque la démission du général de Gaulle le 20 janvier 1946. En réalité, la baisse fut plus faible, mais elle a entraîné une réduction des effectifs et du format des armées. Les socialistes demandent un débat et votent une loi sur l'organisation de défense. La loi qui ne fut jamais présentée au Parlement, en somme, la politique de défense de la 4ème République se décide chaque année lors du vote du budget. Le groupe parlementaire socialiste, sous la direction de Pierre Métayer, se met au travail et dépose, je dirais, 4 propositions de loi au cours de l'année 1948. Le gouvernement se garde bien d'ouvrir le débat sur la politique de défense en mettant à l'ordre du jour ces propositions. Elle permet, je dirais, néanmoins, pour mieux comprendre le modèle socialiste de défense, mais Pierre Métayer, je dirais, conserve le modèle républicain, c'est-à-dire une armée de conscription avec des réserves, et abandonne, je dirais, le système de milice prôné par Jaurès. À mon sens, ce fut une erreur, car si aujourd'hui nous avions une armée milice, peut-être que les choses auraient été tout autres, différemment. J'ai pris conscience de l'intérêt de la souveraineté nationale et sociale. Bon, bref, c'est facile de spéculer que ça ne s'est pas passé. Bon, revenons à cette idée d'un service court, en revanche, conservé. Il propose que je dirais un service de 12 mois avec des périodes de réserve de 90 jours, et je dirais même que la mission des armées, la défense des institutions républicaines, Pierre Métayer élabore alors, je dirais, le concept de défense nationale intégrale qui englobe bien entendu le militaire mais aussi l'économique, sans oublier bien entendu le secteur civil et sur le plan géographique réunit la métropole et l'Union française. Non seulement l'institution militaire n'échappe pas à l'obligation générale de faire des économies et de mieux gérer, mais une armée nationale doit être avant tout rentable. Et pour cela, il convient d'appliquer les méthodes de gestion appliquées dans l'industrie. Cet état d'esprit correspond, je dirais, à une logique industrielle, probablement inspirée des États-Unis. On y arrive. On abandonne notre propre modèle pour petit à petit, sans coquiner, sans canailler, avec le modèle américain. Alors la question est de savoir si une armée peut fonctionner comme une entreprise industrielle. Enfin, le groupe socialiste entend créer une force d'action rapide qui présenterait l'avantage de pouvoir intervenir à la fois dans des opérations dirigées par l'Organisation nationale l'Organisation des Nations Unies, mais aussi dans des opérations de maintien de l'ordre au sein de l'Union française. Alors nous en arrivons effectivement à l'atlantisme pendant la guerre froide de 1949-1969, avec cette chape de plomb qu'on appelle l'OTAN. Alors les espoirs de paix s'effilochent avec la montée d'une nouvelle menace militaire contre l'Europe de l'Ouest, accentuée bien entendu par une propagande, je dirais, qui n'est pas en reste des Américains, précisément par leur organe ou leur outil
je dirais préférentielle que constitue l'OTAN, celle que représente désormais comme ennemie l'Union soviétique déclarée de Staline. Alors les Européens se regroupent avec les États-Unis en signant le 4 avril 1949 un pacte défensif et qui met en place l'Alliance Atlantique, la fameuse OTAN. Ce pacte défensif s'inscrit dans le cadre de l'ONU, la sécurité collective. Il correspond au principe jaurétien d'organisation militaire de l'Alliance est mis en place en 1951. Les socialistes expliquent que la défense n'est plus possible dans un cadre uniquement national. Et petit à petit, c'est l'abandon de notre souveraineté. Et finalement, qu'il est nécessaire de s'inscrire dans une alliance. C'est la naissance de ce que l'on appelle, je dirais, une certaine conception du républicanisme atlantique. Mais face à la menace soviétique, les Américains vont jusqu'à proposer de réarmer l'Allemagne de l'Ouest afin de renforcer les capacités militaires de l'OTAN. N'oublions pas, comme je le dis souvent, la RFA est un véritable produit du laboratoire des Américains. Alors, comme une grande partie de la classe politique française, les socialistes ont peur du réarmement des Allemands, frustrés et traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. Pour l'éviter, ils proposent de contrôler en le réalisant au sein d'une défense européenne. C'est la fameuse affaire de la Communauté européenne de défense, la fameuse CED, dont la France prendra l'initiative. Le Parti socialiste pro-européen défend en principe cette solution, mais la moitié du groupe parlementaire se rallie en fait à la position de Jules Mock, hostile, je dirais, au projet. Pour lui, en effet, ce projet fait perdre à la France la souveraineté sur son armée, sans pour autant empêcher le réarmement de l'Allemagne. Alors, le ralliement de la moitié du groupe socialiste aux opposants du projet du traité, le 28 août 1954, fait échouer sa ratification. Le Parti socialiste est une nouvelle fois au bord de la scission, dans des palabres interminables, mais les députés exclus sont finalement réintégrés. L'accord de Londres, le 28 septembre au 3 octobre 1954, et de Paris, le 20 et le 23 octobre, sont ratifiés de justesse, substitués bien entendu à la CED, donc l'Union de l'Europe occidentale, qu'on appellera bien plus tard l'EUO, permettre le réarmement allemand. Alors, on le sait, ce psychodrame du CED a donné lieu dans le pays à un débat idéologique intense, dont aussi, je dirais, n'ayons pas peur de le dire, euh, je crains malheureusement, mais ce débat a secoué et a suscité, je dirais, la problématique de l'arme atomique. C'est là où je dirais que le Parti socialiste se déclare favorable, le 12 mars 1955, à une utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire nucléaire civile. Après, bien entendu, avoir soutenu le projet de Jean Monnet de créer un organisme européen, ce qu'on a appelé l'Euratom, chargé de contrôler les matières, je dirais, fissiles, Guy Mollet change d'avis, entend, je dirais, que la France conserve sa liberté sur le nucléaire militaire. Il prend en novembre 1956 des décisions tenues secrètes concernant un plan quinquennal sur le nucléaire militaire pour les années 57 et 61. Ce plan prévoit, je dirais, la préparation expérimentale nucléaire. Tout cela, bien entendu, est voté par décret du 5 décembre 1956 et met en place un comité des applications militaires de l'énergie au sein, je dirais, du CEA, donc sous la direction de l'époque du général Elie. On peut dire que le gouvernement Mollet a continué à mettre en place, je dirais, les moyens pour constituer l'arme nucléaire. Au cours des années 1959 à 1960, un débat est ouvert au sein du parti. Quelques socialistes, parmi lesquels Émile Muller et André, je dirais, Chandernagor et Arthur Comte, se déclarent favorables à une force nucléaire, plus européenne que française d'ailleurs. Mais le 52e congrès de juillet 1960 met un terme au débat. En effet, je dirais qu'il faut préciser que l'utilisation diplomatique de l'arme nucléaire par le général de Gaulle suscite l'opposition des socialistes à la mise en place d'une force nucléaire française. Les socialistes prennent la tête de l'opposition et mènent la lutte contre les forces nucléaires françaises de 1960 jusqu'au départ du général de Gaulle en 1969. Jules Mock joue
je dirais, un rôle important dans cette opposition. Non seulement il contribue à l'argumentation contre cette force, mais il crée même le mouvement contre l'armement atomique du MCA, qui organise bien entendu de nombreuses réunions publiques, des manifestations au cours des années 63, et les socialistes finalement au fond sont hostiles, car ils estiment que la force nucléaire conçue par le général de Gaulle met fatalement en danger la solidarité atlantique. On y revient encore une fois. Pire que des parasites ces gens. Mais enfin bon. Les arguments sont connus, l'armée française risque finalement au fond d'affaiblir l'Alliance Atlantique et provoquer des divisions, et la sécurité de l'Europe est assurée par l'Alliance Atlantique et non par la bombinette française, comme l'a désigné Jules Mock. Enfin, je dirais, bon, la France donne un mauvais exemple et favorise finalement la prolifération nucléaire. Et en outre, les socialistes ne pensent pas que la France possède des capacités scientifiques, techniques, financières suffisantes, bien entendu, pour mener à bien cette entreprise. Enfin, il faut préciser que c'est au cours de l'année 1964 que le Parti socialiste entame un débat sur les conséquences de la création de la force de frappe. Le gouvernement doit faire, je dirais, pour des raisons économiques, l'impasse sur les forces conventionnelles. Ce qui va fatalement l'inciter à passer à l'armée de métier, vieux projet que De Gaulle n'avait pas réussi à faire adopter avant la guerre. Pour les socialistes, il n'y a plus de doute. Avoir la force de frappe conduit le pouvoir à créer une armée de métier, à des fins finalement au fond politiques. Et cela est déclaré par le Conseil national du 28 et 29 novembre 1964, et c'est la peur irraisonnée d'un retour à l'armée de métier, menace invoquée par ces derniers, qui serait une menace contre la République. Alors le Parti socialiste, qu'on qualifie encore à ce moment-là le SFIO, durablement installé dans l'opposition, en profite pour ouvrir une période de réflexion qui s'étend de 1961 à 1969 sous la direction de Jules Mock. Un groupe d'études doctrinales est mis en place, un véritable bureau d'études du parti, groupe sur la défense constitué d'une dizaine de personnes, dont Garnier-Ténon, Pierre Métayer, Daniel Mitrani, pour ne citer qu'eux, travaillent à partir de 1961. Et donc les références du projet de Jaurès sont nombreuses. Il propose un service militaire court de 12 mois dans un premier temps, il passerait ensuite de 6 mois grâce à des méthodes d'instruction plus modernes. Il demande effectivement une modernisation du règlement de discipline générale, ainsi que je dirais même un meilleur recrutement et une formation renouvelée des cadres. Et il est à noter que ce groupe d'études ne traite pas des questions nucléaires. Eh oui. Et donc à partir de là, le Parti socialiste commence à s'intéresser à l'exercice du pouvoir. Donc la SFIO disparaît au profit du nouveau Parti socialiste, produit d'une fusion de plusieurs formations politiques, SFIO, les clubs de gauche, les conventionnels et les chrétiens de gauche. Bon. Ce que j'appelle cette reconstruction dure de 69 à 71. François Mitterrand, qui à mon sens est un homme de droite, mais qui a su coopter et s'intéresser à la gauche pour aller plus vite, en s'imposant comme candidat aux futures élections présidentielles, je dirais, présidentialise le Parti socialiste, et ça donc, fait du Parti socialiste un parti présidentiable, et je dirais, donne sa priorité est d'élaborer un programme qui lui permette, même permettant de rassembler les plus grands nombres d'électeurs autour de sa candidature. Le ralliement, à l'époque, voire même qu'on pourrait définir jusqu'à la dissuasion de 1972 à 1978. Mitterrand doit désormais incarner la fonction patriotique pour rallier au second tour des électeurs de droite. Il est par conséquent, je dirais, préalablement nécessaire de rallier le Parti socialiste à la dissuasion nucléaire. C'est le rôle qui sera confié bien entendu à Charles Hernu, qui dirige la commission de la défense. Et les travaux de cette commission commencent en 1973 et vont déboucher lors de la convention sur la défense du 7 au 8 janvier 1978. Une motion de synthèse est proposée afin de réunir les atlantistes, une partie des pacifistes. Cependant, les antinucléaires jugent ambigu et proposent un amendement. Pour eux, l'arme nucléaire est en contradiction totale avec le projet socialiste des sociétés autogérées. Ils sont favorables à l'abandon de composants nucléaires aériennes et terrestres, ce qu'on pourrait qualifier comme étant missiles du plateau d'Albion.
et au gel, bien entendu, de la force nucléaire, océanographique. Le CERES dépose une contribution dans laquelle il développe sa conception de la dissuasion populaire, volet bien entendu complémentaire de la dissuasion nucléaire. Nous avons, je dirais en cas d'espèce, l'amendement déposé par les antinucléaires qui recueille un tiers des mandats, ce qui surprend bien entendu le bureau du Parti socialiste. Patrick Viveret, au nom des antinucléaires, refuse la synthèse et maintient l'amendement qui obtient 25,9% des mandats. Le CERES, qui décide de déposer un amendement, grand perdant, car il ne recueille que 17,5% des mandats. Le débat et le vote ont porté sur l'interprétation d'une formule ambiguë dans la motion majoritaire de Mitterrand. Bref, le maintien en état signifie finalement la modernisation de la force nucléaire, tandis que les anti, je dirais, ils n'ont pas peur de le dire, bien que, oui, on pourrait dire ça comme ça, les anti-nucléaires, c'est le gel de la force nucléaire qu'il s'agit. Alors, on comprend bien entendu que certains délégués n'aient pas compris, je dirais, la subtilité grammaticale de la motion de ce renard caméléon que fut Mitterrand. L'important, c'est que le Parti socialiste se soit rallié à la dissuasion nucléaire et toutes les études de la commission de défense dirigée par Charles Lenu sur l'organisation militaire et les concepts de défense populaire sont bien entendu, je dirais, caducs, effectivement abandonnés. Nous en arrivons en 1981 à 2002. Alors, je dirais 1981-1983. Élu président de la République le 10 mai 1981, François Mitterrand incarne désormais la dissuasion et donne les moyens nécessaires à sa mise en œuvre et sa modernisation en procédant à de nombreux essais nucléaires dans le domaine conventionnel et la création des forces d'action rapide, qu'on a qualifiées plus tard par des FAR, et qui est décidée. Bon voilà, elle a pour vocation, expliquons un petit peu à quoi elle sert ou ce qu'il retourne. Donc, elle a pour vocation à intervenir hors de France, et aussi, ce qui est nouveau, sur le théâtre européen, en soutien, je dirais, comme soutien aux alliés de la France. Alors la promesse électorale de François Mitterrand d'un service national d'une durée de 6 mois, proposition 105 me semble-t-il, était impossible à mettre en œuvre sauf à désorganiser fatalement les armées françaises. En juin 1983, une loi instaure les volontaires pour un service long, le VSL, de 24 mois, ce qui permet de préparer des interventions extérieures. Ils sont près de 11 000 à choisir le VSL, il faudra attendre la loi JOX, pas du père, mais du fils. Et cette loi sera adoptée le 4 janvier 1992 pour voir la durée du service national réduite à 10 mois, ce qui oblige à mettre certaines unités en sommeil pendant 2 mois. Mais on peut affirmer que on s'est engagé à l'époque, à cette date, je dirais, vers l'armée professionnelle, la grande révolution et la suspension du service national par Jacques Chirac, qui l'annonce le 22 février 1996. Alors le Parti socialiste accepte cette décision, il rejette seulement le projet de rendez-vous citoyen de 5 jours destiné à remplacer le service national. De retour au pouvoir, les socialistes le remplacent en septembre 1997 par un appel de préparation à la défense, qu'on appelle un PD, et réduit en une seule journée. Alors l'abandon du service militaire par les socialistes marque une rupture par rapport au projet de Jaurès, pour revenir. La conscription est-elle, je dirais, pour autant devenue une relique barbare? Cette rupture doctrinale signifie en tout cas la fin de la peur de l'armée de métier, assimilée à l'armée de coup d'État. À partir de 1996, il n'existe plus qu'un seul modèle de défense en France. Bon, la spécificité du modèle socialiste de défense a disparu complètement. Et désormais, rien ne distingue fondamentalement, je dirais, la politique de défense du Parti socialiste et celle des autres formations de type capitaliste. Alors, la question de spécificité d'un modèle socialiste de défense par rapport au système existant depuis les débuts de la Troisième République mérite effectivement d'être posée. L'exemple, je dirais, de celui qui a voulu mettre en place la
Commune de Paris en 1871 a montré, je dirais, l'inefficacité, effectivement, face à l'armée de Versailles. L'autre modèle alternatif est celui de Jean Jaurès, et il n'a connu aucune concrétisation, dont reste encore ouvert. Il reste un modèle théorique inscrit dans un contexte historique précis et dominé par l'hypothèse d'une confrontation avec, je dirais, avant tout terrestre, avec l'Allemagne. Et depuis, je dirais même, on assiste à une dégradation ininterrompue du modèle. L'événement le plus important est la suspension du service militaire en 1996, véritable rupture pour les Français assujettis à la conscription depuis 130 ans. Le modèle de Jaurès est resté avant tout une référence idéologique par principe. Je dirais même obligé pour ceux qui ont gardé le modèle socialiste et qui ne renient pas ses idées, même s'ils s'en sont éloignés puisqu'ils se sont ralliés à un certain modèle républicain, sorte de valise à fourre-tout, que certains pourraient appeler de boîte de Pandore. Les Français aiment les querelles idéologiques, soyons clairs là-dessus, qui font généralement beaucoup de stérilité et qui donnent lieu à des psychodrames malheureusement. Un certain nombre, je dirais même, de ces querelles ont lourdement pesé sur les débats du Parti socialiste, indépendamment, je dirais, soyons honnêtes, de la gravité de la situation internationale. Et ces querelles sont aussi un moyen de se cacher d'une certaine forme de réalité où la nation n'est plus souveraine, où on ne peut plus protéger la dimension sociale et les outils et les moyens de production. C'est le cas par exemple du débat sur le patriotisme avant 14. On pensait que finalement la question tranchée par Jaurès dans l'armée nouvelle, or les socialistes l'ont remise à l'ordre du jour 31 jusqu'à 40, le pacifisme de l'entre-deux-guerres, que l'on croyait disparu de 1940, réapparaît après 1958 sous la forme d'un nouvel mouvement écologico-antinucléaire, faisant finalement au fond le sale boulot, ou en étant les idiots utiles de l'OTAN, et de même la peur du militarisme, de l'état-major, d'une armée de coups d'État qui avait au cours, je dirais, avant la guerre de 14, puis dans l'entre-deux-guerres, lorsque le colonel de Gaulle proposait la création d'un corps blindé professionnel, de nouveau réactivé dans les années 60, et cet exemple, je dirais, ces exemples illustrent les dangers d'une approche idéologique des questions militaires et de défense. Toujours est-il, une armée qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de conception de la nation, est une armée qui est appelée à disparaître. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le cas d'espèce. Premièrement, Sarkozy nous a intégrés dans l'OTAN, où nous n'avons plus, je dirais, la possibilité de se singulariser. Et aujourd'hui, on nous parle d'une armée européenne idyllique, imaginaire, mais qui n'a absolument pas de réalité. La dernière question, si je peux me permettre, touche, je dirais, la capacité d'innovation ou d'adaptation d'un modèle théorique. Les successeurs de Jaurès ont su peut-être faire preuve d'innovation à plusieurs reprises, mais ils se sont progressivement éloignés du modèle élaboré par Jaurès pour finalement accepter, je dirais, le modèle dominant du plus fort. Le ralliement à la professionnalisation des armées marque la rupture avec le modèle de l'armée nouvelle de Jaurès. La leçon qu'on pourrait retenir de Jaurès reste cependant dans son effort de réflexion. Par là, il a montré l'importance qu'il y a pour un homme politique responsable de se doter d'une culture militaire afin d'élaborer un projet stratégique pour la protection sociale et populaire de la nation. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Cela a été un peu très long, mais il est important de remettre, je dirais, les pendules à l'heure. Et quand on est socialiste, on doit avoir notion de la patrie et bien entendu de corps franc et d'une armée populaire. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.